Je vais vous parler d'un paramètre qui m'intéresse pas mal en tant que clinicienne, sur lequel j'ai des données, parce que c'est un paramètre qui a été lancé il y a quelques mois par IDEX et sur lequel on a besoin de données encore plus. Donc moi j'essaye de l'utiliser et j'ai essayé de faire un peu le tour de ce qu'on avait en littérature dessus, de ses utilisations et quoi en faire en pratique en fait, et est-ce qu'il y a des domaines où ça vaudrait le coup d'aller explorer ça un peu plus. En évolution des biomarqueurs rénaux, on en a énormément qui sortent, il y a beaucoup de choses qui existent. On a commencé, moi je ne savais pas que la protéinurie, c'est Hippocrate qui avait commencé bien avant Jésus-Christ à en parler. La créate, il a fallu quand même attendre les années 1800 avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. On a commencé à parler de débit de filtration glomérulaire, on était déjà dans les années 70. La SDMA est arrivée en 2015. Le FGF23 en 2022. En plus, c'est vraiment plus un paramètre de gestion phosphocalcique chez le chat, sur des stades précoces. Et puis la cystatine B qui est arrivée en 2023 et réellement sur le marché, en tout cas en France, on a commencé à la voir apparaître fin de l'année dernière. Je ne vous referai pas le topo des biomarqueurs fonctionnels et lésionnels. C'est vrai qu'on a beaucoup de biomarqueurs fonctionnels et c'est d'ailleurs en majorité ceux-là qu'on utilise. Et c'est vrai que l'intérêt de la cystatine B et d'autres, c'était d'avoir aussi une idée de ce qui se passe au niveau lésionnel, puisque les deux ne sont pas toujours connectés. On peut avoir une voiture qui fonctionne parfaitement bien avec une aile cabossée et vice-versa. Donc une fonction qui est altérée ne veut pas forcément dire qu'il y a une lésion et ça marche aussi dans le sens inverse. C'est pour ça que l'objectif, c'est toujours en fait d'essayer d'avoir le maximum de marqueurs, le maximum de pièces à ajouter au puzzle qui peut nous donner une idée le plus précise possible de ce qu'on a au niveau du tableau lésionnel et fonctionnel. Et comme on manque de marqueurs lésionnels, le but c'était d'aller explorer ces marqueurs lésionnels, histoire d'enrichir un peu notre puzzle et avoir la vision la plus claire possible de ce qui se passe. Au niveau des phases lésionnelles, on en a identifié 4. En fait, les premières phases de lésion qui se produisent au niveau rénal, il y a d'abord la phase d'initiation, où on a globalement, alors tout dépend des contextes, mais globalement ce qui se passe, c'est qu'on a un afflux sanguin qui est diminué, on a une quantité d'ATP qui diminue au niveau cellulaire, et du coup, il en résulte des dysfonctions cellulaires. Ça, c'est une phase qui est réversible si on la détecte précocement. Le gros souci aujourd'hui, c'est d'avoir des marqueurs qui nous permettent de détecter les choses à un stade suffisamment précoce. Et c'est là-dessus qu'en général que tout le monde essaye de travailler pour essayer de traiter et d'intervenir le plus tôt possible. On a une phase d'extension qui suit la phase d'initiation où là, on a un déficit en énergie persistant, on a une hypoxie persistante parce qu'on a un apport sanguin qui est diminué et de façon persistante. Ça occasionne une libération de cytokines, un début d'apoptose, un début de nécrose cellulaire et un début de filtration glomérulaire qui commence à diminuer, mais on est à un stade où c'est encore réversible, ou partiellement réversible. Mais on n'est pas encore dans le cadre de dommages qui vont être perpétuels. Si on arrive à interrompre cette cascade, et pour l'interrompre, encore faut-il pouvoir la détecter. Suite à cette phase, on a une phase dite de maintenance, où la réparation cellulaire va s'enclencher, elle va se mettre en place. On a une migration, on a toujours de l'apoptose qui continue, on a une prolifération de certains types cellulaires et on a un DFG qui va tendre à se stabiliser, un flux sanguin qui va tendre aussi à se stabiliser, voire à se normaliser s'il en est capable. Une homéostasie qui va tant bien que mal se rétablir. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent dans cette phase-là qu'on a des signes cliniques qui commencent à devenir visibles. Donc on a déjà les 2 premières phases qui sont passées, en général. Et suite à cette phase de maintenance, on va avoir une phase de récup qui peut prendre des semaines, des mois, des années, où on a une réparation cellulaire continue, autant que faire se peut. Parfois, elle est totale. Ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, il y a des choses qui sont partiellement irréversibles. Parfois, on a de la fibrose qui s'installe et des altérations qui deviennent vraiment chroniques. Et des signes cliniques qui sont associés. Et pourquoi je vous parle de ces phases lésionnelles ? Parce que justement, c'est dans ce cadre-là qu'on a recherché des marqueurs lésionnels. Il en existe plusieurs, il n'y a pas que la cystatine B, mais on a ce qu'on appelle la neutrophile gélatinase associée de l'hypocaline. Le souci principal avec ce marqueur-là, c'est qu'il n'est pas spécifique des reins et on le retrouve aussi exprimé par certaines tumeurs. La clusterine, c'est un peu le même souci, on n'est pas spécifique des reins et on sait que lorsqu'il y a une contamination sanguine, on a des faux positifs dans l'échantillon. L'inosine était un marqueur intéressant, c'est pas très stable, donc compliqué à analyser. Il y a le prélèvement, il y a une gestion du prélèvement à faire, et puis il y en a plein d'autres dont vous avez tous déjà entendu parler. Et au milieu de tout ça, la cystatine B.
C'est une petite protéine qui se trouve à l'intérieur des cellules et normalement son rôle c'est d'inhiber l'activité des protéases. Et elle est présente dans presque toutes les cellules de mammifères et les études ont montré qu'elle va augmenter dans l'urine en cas de rupture des cellules tubulo-épithéliales, puisque en général quand il y a des lésions, c'est pas le cas dans 100% des cas, mais le plus souvent, les lésions, elles sont au niveau de ces fameuses cellules tubulaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle augmente vraiment, pour qu'elle augmente dans l'urine, il faut vraiment une rupture des cellules. Pas le stress cellulaire ne suffit pas à faire augmenter la cystatine B. Il y a eu des études où ils ont stressé des cellules tubulaires, et puis il y en a, et en parallèle, il y avait un autre groupe de cellules tubulaires qu'ils ont vraiment abîmé jusqu'à engendrer la rupture, et la cystatine B va vraiment être libérée en cas vraiment d'ouverture et de rupture cellulaire. Le stress cellulaire ne suffit pas à faire sécréter la cystatine B. C'est un marqueur qui est indépendant du débit de filtration glomérulaire. Pour l'instant, en tout cas, à la lumière des données qui existent dans la littérature, son utilisation n'est recommandée que chez des patients qui sont malades. Ce n'est pas un test de screening sur un animal qui va bien. En tout cas, il n'y a pas de données là-dessus aujourd'hui. On peut également l'utiliser comme un outil de suivi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Alors aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas en France, il n'y a que IDEX qui le propose et ça se réalise sur de l'urine. Ce n'est pas un test sanguin. Il est très stable dans l'urine, donc c'est pratique. On conseille de garder l'urine réfrigérée avant l'envoi, de l'envoyer toujours le plus vite possible, mais ça se conserve très bien au frigo. Par contre, pour l'instant, pareil, il y a des données en attente, mais il n'est pas recommandé de congeler parce qu'on n'est pas sûr de la stabilité au niveau des urines congelées. Ça se fait sur les chiens, sur les chats, malades, j'entends, qui présentent des signes cliniques. Aujourd'hui, voilà où on en est. Besoin de 2 ml d'urine. Le test, en fait, c'est un test à base d'anticorps qui provoque une agglutination, qui engendre une réaction colorée qui est tournée en valeur numérique. Les valeurs de stabilité qui sont disponibles jusqu'ici, c'est que c'est stable jusqu'à 10 jours, entre 2 et 8 degrés, donc au frigo. Et par contre, à température ambiante, alors on a mis les échantillons à des températures entre 4 et 30 degrés, c'est stable 3 jours. Des fois c'est plus, mais des fois c'est pas au-delà de 3 jours, donc pour l'instant on ne prend pas de risque avec ça. Et actuellement, la congélation n'est pas recommandée. Il y a différentes interférences qui ont été testées dans l'échantillon, comme l'hémolyse, la présence de bilirubine, la présence de lipides, la turbidité, la présence de glucose, la présence de corps cétonique, la présence d'amoxicilline, de ciprofloxacine ou de protéines. Pas d'interférence détectée avec ces composés-là. Par contre, avec la doxy, avec des doses qui peuvent être assez élevées, effectivement, on peut avoir une interférence. La présence de doxy dans les urines a tendance à faire diminuer la quantité de cystatine B. Donc à savoir, sur un animal qui est sous doxy, les résultats sont à prendre en gardant cette info en tête. D'autres infos que j'ai pu glaner sur la cystatine B, parce que c'est des questions aussi que je m'étais posées puis qu'on m'avait posées. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la cystatine C, sur laquelle il y a beaucoup plus de données, de publis? C'est que la cystatine C, c'est un marqueur de fonction. Et du coup, l'intérêt là, c'était d'avoir un marqueur de lésion pour enrichir un petit peu le panel qui était disponible. L'intervalle de mesure, il va de 50 à 2500 nanogrammes par ml. En dessous, on mettra inférieur ou supérieur à. Ce qu'on considère comme la norme, ce sera une cystatine B qui est inférieure à 100. Là, on sait que dans ce cas-là, il y a un risque réduit de lésion. Quand on est supérieur ou égal à 100, on sait qu'il y a un risque qui va commencer à augmenter, d'avoir des lésions rénales. Si elle est élevée, on peut la recontrôler assez rapidement. On a un turnover qui est assez rapide. En général, on peut faire un nouveau contrôle 24 à 48 heures plus tard. Donc c'est un paramètre qu'on peut vraiment être amené à utiliser en suivi. Il n'y a pas à attendre des mois pour que ça bouge. Je pense notamment au FGF23. Si elle est dans les valeurs usuelles et qu'on a quand même une suspicion de lésion rénale, parce que ça peut tout à fait arriver, dans ce cas-là, les recommandations que j'ai trouvées, c'est redoser une petite semaine plus tard. Je m'étais également posé la question sur la densité urinaire en me disant oui, mais si il y a des troubles de la concentration urinaire et que ma cystatine B elle est normale parce que justement mon urine étant très diluée, elle pourrait être faussement normale. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que du coup j'ai essayé d'aller fouiller pour voir les infos que je trouvais là-dessus. Alors globalement, quand est-ce qu'on recommande de l'utiliser? Globalement, on sait qu'il y a une fuite de cystatine B à partir du moment où il y a une lésion des cellules épithéliales tubulaires. Il y a pas mal de cas où on peut avoir des lésions rénales. C'est pas systématique, mais ça fait quand même pas mal de cas où ça peut être intéressant de l'ajouter au panel, notamment en présence d'intoxication, de pancréatite, de coups de chaleur, tout ce qui peut limiter la perfusion rénale finalement et provoquer ces fameuses lésions qu'on citait avec la phase d'initiation, la phase de maintenance, la phase de récupération, etc. Et finalement, toutes ces situations que vous voyez là,
c'est des cas qui peuvent engendrer des lésions rénales. Donc ça peut toujours être intéressant d'ajouter la cystatine B au panel pour essayer d'avoir une vision un peu plus complète, s'il est possible, de ce qui se passe au niveau de l'animal. Un truc intéressant, il y a eu des études dont je vais vous parler après sur la maladie rénale chronique, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser pour l'instant sur des choses assez aiguës, mais sur la maladie rénale chronique en stade 1, donc sur des stades assez précoces, il y a une étude qui a montré que ça pouvait être un marqueur de progression. Donc ça peut être un contexte dans lequel l'utiliser. Vous trouverez les algorithmes, alors ils sont dispo quand vous tapez cystatine B algorithme, vous allez tomber directement dessus avec différentes présentations. Globalement, ça c'est l'algorithme pour l'interprétation des taux normaux, c'est-à-dire quand c'est inférieur à 100, on sait que le risque de lésion rénale il est faible. Là il y a deux options, soit on a vraiment une cystatine B qui est dans les clous, SDMA et créate qui sont dans les clous, une densité urinaire qui est dans les clous, bon, il est peu probable qu'il y ait des lésions rénales. Après, si on a une cystatine B qui est dans les clous, mais une densité urinaire qui est diminuée, donc une densité basse en présence d'une cystatine B qui est normale, ou une SDMA ou une créatinine qui commence à sortir des clous, là, il est recommandé d'aller investiguer davantage parce qu'effectivement, la cystatine B, elle pourrait être normale parce qu'il n'y a pas de lésion. Mais il y aura dans ce cas-là que un déficit fonctionnel, c'est possible. Donc ça n'empêche pas d'aller continuer, surtout en présence d'autres paramètres qui sont modifiés, et de continuer le work-up. En présence d'une cystatine B qui va commencer à grimper, c'est-à-dire au-dessus de 100, on sait qu'il y a un risque de lésion rénale. Pareil, il y a deux cas. Soit vraiment l'animal il venait pour un bilan de santé, c'était une visite de routine, il n'y a pas de signes cliniques qui ont alarmé les propriétaires. On a une SDMA et une créatinine qui sont dans les intervalles de référence, on a une densité urinaire qui est normale. Bon, on garde quand même en tête qu'on peut avoir une lésion sans perte de fonction, donc potentiellement sans signe clinique associé. Est-ce qu'on est en train de mettre le doigt sur quelque chose et dans ce cas-là, on va recontrôler et puis faire un work-up un peu plus poussé. Donc dans tous les cas, il est conseillé de recontrôler. Ou est-ce que on était élevé de façon isolée, parce qu'on va trouver des cas où on a une cystatine B qui est élevée de façon isolée, qui va retourner à la normale. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de recontrôler et puis de voir si ça a évolué. Deuxième cas, effectivement, l'animal est venu, il était malade. On a une cystatine B qui sort des clous. Dans ce cas-là, on regarde ce que ça donne au niveau SDMA, créate, densité urinaire, analyse d'urine. Et en fonction des résultats qu'on a, on va pousser nos investigations dans une direction ou dans l'autre. Dans tous les cas, c'est une nouvelle pièce du puzzle. Un test tout seul n'a pas une grande signification. C'est un nouvel outil qu'on peut ajouter au panel qui vient un peu enrichir le tableau. Mais une donnée toute seule de cystatine B isolée, on n'en fera jamais rien. De même qu'une SDMA toute seule, une créate toute seule ou une densité urinaire toute seule. C'est intéressant dans le contexte où, quand je disais que ça enrichit un peu le tableau et la vision qu'on peut avoir du tableau, en bas vous avez l'évolution du marqueur lésionnel qu'on a ici en présence, la cystatine B, qui va évoluer de plus en plus élevé vers la droite, avec les marqueurs fonctionnels qui, eux, vont grimper. Et selon les pathologies auxquelles on va avoir affaire, vous allez voir qu'il y a des cas où, effectivement, on va être plutôt dans la zone où ce sont surtout les marqueurs de fonction qui vont être élevés ou qui vont avoir tendance à grimper. On peut être dans la situation où il y aura et une élévation des marqueurs lésionnels et une élévation des marqueurs fonctionnels. Et puis, on peut être dans la zone où c'est plutôt les marqueurs lésionnels qui ont tendance à évoluer. Donc voilà, ça vient rajouter une pièce de plus et ça vient un petit peu enrichir notre vision. Les questions que je me suis posées sur la cystatine B, c'était comment déterminer sensibilité, spécificité de ce paramètre. Actuellement, c'est très difficile d'avoir des données là-dessus parce que comme c'est un nouveau biomarqueur, il n'y a pas de gold standard auquel le comparer. Donc, en études internes chez IDEXX, il y a eu des études sur la précision, sur la répétabilité, qui sont d'ailleurs disponibles dans ce qu'ils appellent le white paper, qui est disponible pareil, si vous tapez cystatine B white paper, vous avez toutes les données sur le site. Donc on sait que c'est répétable, on sait que c'est précis. Ils ont enrichi des échantillons avec différentes concentrations de cystatine B. Ils ont fait les mesures plusieurs fois avec le test pour voir si c'était répétable, si c'était précis, si on obtenait les concentrations qu'on s'attendait à obtenir, puisqu'on était sur des échantillons de concentration connus. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, tant qu'il n'y a pas de gold standard auquel comparer ce marqueur-là, au niveau sensibilité et spécificité, c'est très difficile à déterminer. Moi, je m'étais demandé pourquoi on ne l'exprime pas sous forme de ratio normalisé à la créate, comme on fait pour la protéinurie notamment, pour justement s'affranchir de ce problème de concentration urinaire. Et en fait, il s'avère que sur les études qui ont été faites, je vous ai mis les références en bas,
on a plutôt un risque de surestimer ou de sous-estimer parce qu'il apparaît que quand on est dans un cas où la concentration en cystatine B urinaire est basse, les variations qu'on va observer sont souvent liées aux fluctuations de la créate. Le risque de normaliser par rapport à la créate urinaire, en général, quand on normalise par rapport à la créate, on se base sur le postulat que notre créate elle est produite à un taux constant. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le débit de filtration glomérulaire, de la même façon, il n'est pas constant. Donc en fait, selon le moment où on peut prélever notre échantillon, on peut avoir des variations qui là vont être liées à la créate. Et du coup, j'ai un peu fouillé sur les reviews en fait, que je vous ai citées en bas. Sur ces reviews-là, il est effectivement stipulé qu'il y a peu, voire pas, d'influence de la normalisation sur les résultats. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de normalisation par rapport à un autre paramètre. Et qu'effectivement, du coup, les recommandations, c'est si on a une cystatine B qui est normale sur une densité urinaire qui, elle, n'est pas normale, de toute façon, on va poursuivre les investigations. Est-ce que la cystatine B est corrélée à la sévérité de l'atteinte rénale? Alors, il y a une étude au Texas qui a montré que c'était corrélé au stade iris et que c'était plus élevé dans certaines pathologies rénales par rapport à d'autres pathologies rénales. Vous imaginez bien que c'est juste le début, donc en fait, on commence à voir arriver des études, mais pour l'instant, il en manque, et plus on va l'utiliser, plus on aura des données. Je vois personnellement en clinique, moi j'essaye maintenant quand je peux l'ajouter à mon panel, je le fais. Après, c'est pas un test actuellement qui coûte très cher, je crois qu'il coûte de mémoire 33 € quand il est tout seul et 20 € quand il est utilisé comme un test, comme un add-on sur un panel avec un autre test. Donc c'est pas trop compliqué à l'ajouter, mais c'est vrai que quand je peux, alors sur mes atteintes aiguës, j'essaie de le mettre, au moins à l'admission, et puis de faire au moins un suivi si je peux. J'ai des cas aussi où j'ai des maladies rénales chroniques que je suis, et quand j'ai par exemple la créate qui me fait une petite montée et que j'explique pas, je ajoute une cystatine B en général à ce moment-là pour essayer de voir si j'ai quelque chose d'actif en cours, ou si, on va voir ce que ça donne, ne serait-ce que pour conseiller les gens, pour voir si on sort l'artillerie lourde, ou si c'est une petite crise sur quelque chose de chronique, entre guillemets. Mais c'est vrai que je pense que plus on va se le mettre dans les doigts et plus on va l'utiliser, plus on va l'apprivoiser, plus ce sera pratique de l'utiliser, et plus on aura d'idées d'études à mettre en place dessus. Helsinki a fait une étude, sur des chiens avec une atteinte rénale aiguë versus des chiens sains. Et effectivement, ils ont trouvé que la cystatine B était plus élevée chez les chiens avec une atteinte rénale aiguë, ce qui était un peu attendu. En termes de pronostic, alors il y a pas mal d'études en cours sur la valeur pronostique de la cystatine B. Vous verrez, j'ai vraiment essayé de faire toute la littérature que j'ai trouvée, il n'y a vraiment pas grand-chose à l'heure actuelle. On sait que, certes, une étude a prouvé qu'on peut différencier donc la MRC de stade 1 progressive versus la MRC de stade 1 stable. Donc quand la cystatine B est augmentée sur une MRC de stade 1, on est peut-être face à quelque chose qui est actif et qui est en cours et qui va progresser. Par contre, ça ne permet pas de prédire la progression chez les autres stades. Maintenant, il y a une étude. Il y a une autre étude sur des chiens en atteinte rénale aiguë, et la cystatine B était significativement plus élevée chez les chiens qui n'ont pas survécu. Donc ça pourrait avoir une valeur pronostique. Là encore, plus on aura d'études, plus on aura des infos et plus on pourra l'utiliser dans ce cadre-là. Les publics que j'ai trouvés dessus, alors, il y en a beaucoup qui ont été faits avec la collaboration de IDEX, il faut le savoir. Donc actuellement, il n'y a honnêtement pas grand-chose dans la littérature. Ça, c'est l'étude d'Helsinki qui est prospective. Il y a juste 18 chiens en atteinte rénale aiguë, différentes étiologies, différents stades, différentes sévérités. Pas de problème. Il y a 10 contrôles et effectivement, la cystatine B, elle avait été mesurée à l'inclusion dans l'étude 1 mois et 3 mois plus tard. Et là, effectivement, ils ont montré qu'elle était plus élevée à l'inclusion chez les chiens qui étaient décédés durant le mois de suivi. Donc, c'était un potentiel marqueur de sévérité de l'atteinte tubulaire. Ça, c'est l'étude Helsinki. L'étude, alors celle-là, elle a été faite par l'Université de Jérusalem, pareil, collaboration IDEX, qui est prospective aussi. C'est sur des chats. Celle-là, 76 chats, 12 contrôles, 9 chats en obstruction, 17 chats en maladie rénale chronique et 38 en atteinte rénale aiguë. La cystatine B était supérieure chez les atteintes aiguës par rapport aux atteintes chroniques et les contrôles. Elle était aussi plus élevée chez les atteintes aiguës par rapport aux maladies chroniques. Ils ont même déterminé des cut-offs de valeurs optimales pour essayer d'avoir une sensibilité et une spécificité les meilleures possibles. Et elle était supérieure aussi chez les non-survivants.
par rapport aux survivants. Pareil, ils ont déterminé les cut-offs de façon à avoir une sensibilité, une spécificité qui soit intéressante. Donc effectivement, c'est un marqueur diagnostique et pronostic dans ce cadre-là. Une autre étude, alors celle-là, elle est vraiment multicentrique. Il y a beaucoup d'universités, je vous les ai mis sur la droite, qui se sont jointes à cette étude. Pareil, collaboration de IDEX. Prospective, sauf pour les contrôles. Et les chiens là, donc les contrôles ont été suivis sur 3 ans. Les atteintes chroniques ont été suivies sur 2 ans. Il y avait une différence qui a été notée entre les atteintes stables versus les atteintes progressives. Et là, en fait, comment ils ont déterminé qu'on était sur du progressif? Ils se sont fiés à la courbe de SDMA. Il y a eu 3 time points de mesure de SDMA pendant les 90 jours qui ont suivi l'inclusion. Je m'étais demandé pourquoi ils se sont basés sur la SDMA et pas sur la créate, par exemple. Mais ils citent dans l'étude qu'en fait, ils ont essayé de déterminer les atteintes progressives en utilisant la courbe et l'évolution de la créate. Et seulement en utilisant ça, il n'y avait qu'un seul chien qui était classé en progressif. Donc ils se sont basés sur la SDMA. Et ils ont établi des cut-offs par rapport à ça pour justement déterminer si on était face à quelque chose de progressif ou non. J'ai trouvé aussi une étude en cours à Cornell qui se terminera en février 2026. On verra ce que ça donne. Eux, ils étudient la cystatine B comme un marqueur précoce chez les chiens qui ont été exposés à des toxines. Donc là, c'est en cours et puis on verra ce que ça donne. J'ai essayé de regarder tout ce qui était en cours, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est en humaine. Alors eux, ils mesurent la cystatine B dans les tissus et dans les urines. Et eux, ils ont trouvé que ça pouvait être un marqueur de carcinome transitionnel. Donc ici, on l'utilise surtout comme un marqueur de souffrance des cellules tubulaires. Est-ce que dans le futur, on pourra se dire que c'est un marqueur de carcinome transitionnel vésical? Peut-être. En tout cas, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe en médecine humaine. Ça peut donner des idées d'études à faire. Et effectivement, des études à mener, il y en a plein. Déjà avec tous les types d'atteintes aiguës qui existent, entre la lepto, les chocs, tout ce qui va provoquer une hypoperfusion rénale, les médicaments néphrotoxiques, les atteintes néoplasiques, le fameux carcinome transitionnel. Et je suis sûre qu'on trouvera plein d'idées au fur et à mesure. Mais effectivement, le plus on aura d'études dessus, le plus on pourra s'en servir et bien s'en servir. L'objectif, là, c'est vraiment de se dire, bon, bah, on a un nouveau marqueur. Ça rajoute une vision du point de vue lésionnel de ce qui peut se passer dans les reins. Comme tous les marqueurs d'atteinte rénaux, c'est pas le seul et l'unique et à lui tout seul il se suffit pas. Le plus on en a, le mieux c'est. Il y a des fois pour des raisons de budget, clairement, on va pas tout faire, tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on aimerait faire. Il existe. À lui de trouver sa place dans le panel en fait de toutes les procédures, de tous les tests qu'on peut faire dans un contexte d'atteinte rénale au sens large, mais ça peut apporter un éclairage du point de vue lésionnel de ce point de vue-là. Et puis maintenant, il faut, voilà, comme je disais, l'utiliser, l'apprivoiser. Mais moi, en tant que clinicienne, j'en suis qu'au début de son utilisation, donc je le dose, je vois si ça m'apporte quelque chose, je vois si ça m'aide. Ça peut m'aider des fois à parler aux gens en leur disant, écoutez, il y a quand même un truc actif là qui est en train de se passer, donc on va peut-être se bouger, entre guillemets, un peu plus que se dire, ok, on va attendre de voir. Ça dépend vraiment des cas. Et je pense que voilà, au plus on l'utilisera, au mieux on saura l'utiliser aussi.